J'en profite d'ailleurs pour saluer au passage Yannick Borde et puis tous ceux qui s'ingénient, Thibaut Frère qui n'est pas là, qui est dans le Jura, qui s'ingénie à filmer. Tout ça c'est du bénévolat puisque nous n'avons pas d'argent. Vous avez peut-être vu la conférence, la dernière qui a été mise en ligne, qui est quand même très bien, qui gouverne la France, qui a été très bien enregistrée en tout cas. Je vous salue et merci pour cette conférence. Alors, je fais juste une petite remarque peut-être pour compléter votre conférence, mais par exemple, le site de l'Élysée sous Sarkozy était une copie de celui de la Maison-Blanche, et actuellement le site de l'Élysée, il n'y a plus le drapeau français qui est affiché. Donc peut-être de rajouter ça au timbre. Alors moi j'ai 3 questions en fait, je fais appel à votre mémoire. Donc déjà, où en est l'écriture de votre livre, et pour la diffusion de vos analyses, est-ce qu'il ne serait pas possible peut-être de raccourcir sur certains points très ciblés, parce que par exemple, moi j'essaie d'avertir mon entourage à ces questions, mais à chaque fois qu'on me dit ça dure 3 heures, les gens n'y arrivent pas au bout, c'est très long, et donc ils perdent de leur attention. Est-ce que ce serait possible de réduire? Ensuite, seconde question, si on sort de l'Union européenne, donc on récupérerait notre propre banque centrale qui pourra en quelque sorte faire fonctionner la planche à billets, comment l'inflation est résoute? Et ensuite, troisième question, je trouve qu'il y a une petite incohérence par rapport aux intérêts des États-Unis à maintenir l'Europe telle qu'elle est, parce que la Chine, c'est le grand ennemi des États-Unis, mais en fait, l'Europe, elle a tel avantage de la Chine par rapport aux délocalisations, parce que ça renforce leur industrie au détriment des États-Unis. Donc c'est pas un peu bizarre qu'ils défendent l'Europe, alors que ça maintient les délocalisations. Et quelle est la position aussi de la Chine sur l'Europe, justement? Bon, alors ça fait beaucoup de questions à la fois. Alors, s'agissant du livre, effectivement, il y a beaucoup de gens qui me réclament un livre. Donc, oui, j'ai le projet de faire un livre. Hein. Je vais le faire. D'ailleurs, il est largement écrit. Le problème, c'est que je fais 50 000 choses à la fois et qu'à chaque fois, je reporte un petit peu la parution parce que je suis... par nature personnelle, je serais tenté de faire un livre de 500 pages avec un appareil de notes de 300 pages complémentaires. Et puis les gens me disent, mais non, il faut faire un livre écrit en gros et qui fasse 120 pages. Alors donc on essaiera de trouver quelque chose entre les deux. Je me suis vraiment fixé comme objectif de sortir un livre cette année. C'est stratégique pour notamment en vue de l'année prochaine. Voilà. Alors j'espère que je tiendrai cette promesse, mais j'ai déjà beaucoup de choses qui sont écrites. Il faudrait que je puisse m'isoler pendant 1 mois et demi pour mettre tout ça en forme. En tout cas, j'ai déjà des éditeurs qui m'ont proposé. Deuxièmement, s'agissant de la longueur de la conférence, j'y ai répondu par avance. Plusieurs fois au cours de la fin de cette conférence, je sais que ces conférences sont longues, elles sont très longues, peut-être trop longues, elles sollicitent beaucoup la capacité d'attention et de concentration du public, je le sais. Simplement, d'une part, je donne beaucoup d'informations. D'autre part, elles sont enregistrées, donc les gens peuvent les revisionner. Et puis, surtout, si j'ai fait ces conférences de plus en plus longues, c'est parce qu'au début, je faisais des conférences plus courtes, et puis, il y avait des quantités de gens qui me posaient des questions, des gens qui disaient « oui, bon, tout ça, ils prouvent rien, c'est des slogans et tout ». Donc petit à petit, comme ça m'énerve, qu'on me dise que je ne prouve rien, je prouve. Et donc, du coup, alors, effectivement... on a des choses irréfutables, mais effectivement, je crois irréfutable, mais c'est effectivement un petit peu long. Il y a, si vous allez sur Internet, nous avons des militants, des sympathisants qui ont fait par eux-mêmes un travail de découpage de mes conférences. Donc, si vous allez sur YouTube, sur Dailymotion, vous tapez mon nom. Et on va bientôt mettre sur UPR TV, par exemple, vous avez quand même des dizaines de vidéos qui parfois font 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes sur un sujet précis.
Par exemple, on est en train de faire une nouvelle version de notre site internet. Normalement, on fera une présentation des vidéos qui sera par longueur. Donc, si vous avez 5 minutes à nous consacrer, il y aura des vidéos de 5 minutes. Si vous avez 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, il y aura des vidéos de 3/4 d'heure. Si vous avez toute la soirée, il y aura des vidéos pour toute la soirée. Voilà. Cela étant, j'insiste sur le fait qu'on a affaire à des Français qui ont depuis maintenant 30 ans, 24 heures sur 24, du berceau à la tombe, à l'école, au collège, au lycée, à la fac, comment dirais-je, dans le milieu professionnel, à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les magazines. C'est tout le monde dit la même chose. Donc c'est à ça qu'on a affaire. On ne peut pas lutter contre ça avec un truc qui fait 5 minutes, c'est pas possible. Objectivement, ça n'est pas possible. Donc je sais que c'est un peu c'est la quadrature du cercle. Moi, je pense qu'en tout cas, avec tous les défauts que ceci présente, on a quand même l'immense avantage d'avoir ce résultat. Et ce résultat, nous ne l'aurions pas, sachant que je ne suis passé sur aucune grande télévision française. Je n'ai jamais été cité sur aucun journal français, ni aucun magazine, ni aucune grande radio française. La seule fois où je suis passé sur une relativement grande radio, c'est Sud Radio, quand même pas une très très grande radio. Eh bien, à partir de ce moment-là, nous avons quand même un résultat qui est impressionnant. Ce qui prouve que moi je pense, peut-être que je suis naïf ou idéaliste, mais je pense que lorsque l'on s'adresse aux Français en les prenant pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens intelligents, c'est un peuple, les Français sont un peuple intelligent, un peuple le plus politique du monde, avec une très grande tradition historique, politique, etc. Si on s'adresse à eux en les prenant pour des gens intelligents, et les gens ils apprécient, hein, à un moment à partir duquel ils apprécient. Alors, par ailleurs, vous me posiez la question sur le... Pourquoi, par exemple, vos PowerPoint ne sont pas disponibles sur le site? Comment? Les PowerPoint, ça serait facile de les consulter. Oui, mais on est en train d'y réfléchir. Mais ce qu'il y a, c'est que je préfère avoir la maîtrise de ce qui est dit. Parce que ce qui est vrai aussi, ce que nous voyons beaucoup, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de responsables politiques qui font des emprunts, c'est-à-dire du plagiat, mais pour tordre le discours et en arriver à autre chose. Donc moi, c'est pas par... reconnaissez aussi quelque chose. Les gens me disent, vous devriez faire un livre et tout. C'est vrai que je devrais le faire. Mais en tout cas, ça prouve que nous ne sommes pas des gens intéressés. J'ai donné quand même, depuis plus de 5 ans, des quantités d'informations. J'en ai pas tiré un centime. Au contraire, d'ailleurs, ça me coûte de l'argent. Donc il y a quand même, chez nous, pas seulement chez moi, mais tous ceux qui font le bénévolat, Yannick par exemple, n'est pas payé. Tous les gens qui sont à l'UPR ne le font par bénévolat. Donc je crois aussi que ça c'est un point important à mettre à notre crédit. Peut-être que c'est pas toujours fait avec l'art exact, mais ça témoigne aussi de l'authenticité de notre mouvement. Alors, vous aviez posé, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, vous aviez posé sur la relance de l'inflation. Ce que les gens anticipent plutôt, c'est les gens m'interrogent en général sur l'effondrement du franc par rapport aux monnaies si nous sortons de l'euro. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'ai pas mis la planche sur cette conférence, je l'ai mise dans la conférence qui s'appelle La dictature, je crois. On sait... Natixis, qui est l'ancien Crédit National, qui est un des grands établissements financiers français, qui est sérieux. Il y a Patrick Artus, qui est un des grands économistes français, qui est à la tête du bureau du service d'économétrie. Ils ont publié une note au mois d'août 2012 qui anticipait l'évolution du cours de change des monnaies en cas d'explosion de l'euro. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Parce que méfiez-vous d'abord d'une chose, c'est que tous les gens qui vous promettent des choses, bâtir sur l'avenir, c'est toujours difficile. Bon. Je trouve d'ailleurs assez extraordinaire que des Français fassent encore confiance à des gens comme Attali ou comme machin ou comme truc, qui leur ont promis que l'euro allait leur apporter plus de croissance, plus d'emplois, plus de richesse. C'est exactement le contraire qui se produit. Et on écoute encore ces gens-là quand ils disent si on sort de l'euro, ça serait l'apocalypse. Mais non d'une pipe. Puisqu'ils se sont à ce point trompés la première fois, eh bien, s'ils se trompent maintenant, ça veut dire que sortir de l'euro, ça sera justement le paradis. Donc, n'oubliez jamais
que tout le monde est égal devant les promesses, devant les perspectives. Il n'y a pas des gens qui seraient plus savants que d'autres, au contraire. Nous avons un track record, comme disaient les Américains. Qu'est-ce que nous pouvons montrer? Moi, je peux montrer, je me lance là. Ce que je vais dire est immodeste, mais je ne crois pas avoir dit, consultez mes vidéos, consultez notre charte, notre programme, regardez tout ce que j'ai pu dire et écrire depuis bientôt 6 ans, je ne crois pas m'être jamais trompé. Peut-être on va trouver un point où il y a une chose à évoluer légèrement différemment, mais sur tous les grands sujets stratégiques, tout ce que j'ai dit, tout ce que nous avons dit, s'est révélé exact. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, nous disons que donc Patrick Artus a fait valoir dans son hypothèse, donc dans ses calculs, que, en gros, je le disais tout à l'heure, le mark gagnerait 18 à 20% par rapport au cours actuel, au cours pivot du dollar. Comment appelle-t-on ça? Le franc perdrait 2%, le franc belge perdrait 6%, la marca finlandaise gagnerait 12, je crois, ou 16%. Le florin néerlandais gagnerait 16, la drachme grecque perdrait 20 ou 30, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Alors il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que vous... Alors, au passage, j'espère moins que le franc perdra davantage. Il serait bon que le franc, au cours actuel vis-à-vis du dollar, perde plus. Parce que si nous ne perdons que 2%, nous avons une monnaie qui est en train de tuer notre industrie. Il ne faut pas avoir la religion du taux de change externe de la monnaie. On a une monnaie qui actuellement est tellement chère qu'on n'arrive plus à vendre. Regardez, on a sorti un déficit commercial de 67 milliards d'euros, le deuxième déficit commercial de notre histoire, après celui de 2011 qui était à 74 milliards d'euros. On fait des records de déficit toute histoire depuis Vercingétorix, on n'a jamais fait autant de déficit commercial. Donc la monnaie actuelle est surévaluée. Il faudrait donc espérer que le franc se déprécie davantage. Ça coûterait davantage à importer, oui, bien sûr, mais ça rendrait plus compétitives nos exportations. Donc du coup, outre que notre solde commercial s'améliorerait très vite, très rapidement, eh bien nous recréerions de l'emploi en France. Alors c'est plus ça peut-être comment dirais-je, à faire valoir que l'inflation. Par ailleurs, l'épisode d'hyperinflation, il semble qu'on y aille à grands pas. Pourquoi croyez-vous que dans toutes les villes de France fleurissent comme des champignons après la pluie des boutiques pour vous acheter de l'or? Enfin, je sais pas, je pense que c'est pareil à Toulouse, comme à Marseille, à Paris, à Lille. Enfin, bon. Pourquoi, à votre avis? Ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui rachètent de l'or, parce que ces officines qui vous achètent de l'or, ils ne le gardent pas. On dit que ça file vers l'île de Man, et que de là, c'est ensuite transféré, paraît-il, à la Fed. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui anticipent que la seule façon de régler l'hyper-endettement des grandes puissances occidentales, c'est de l'hyperinflation. C'est-à-dire de rembourser en... Voilà, vous savez que si vous avez de l'hyperinflation, ben votre dette fond comme neige au soleil. Voilà. Donc, que l'on ne vienne pas me dire que l'on va créer de l'inflation... je ne vois pas pourquoi forcément il y aurait de l'inflation, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'une période d'inflation serait quand même bienvenue pour dégager, pour nous sortir de notre endettement. Voilà. La troisième section, c'était... Hein? Ah oui, ça c'est un peu tiré par les cheveux, votre histoire, parce que non, parce que les entreprises américaines sont les premières à délocaliser en Chine. Toutes les entreprises du monde occidental, Japon compris, délocalisent vers la Chine. Donc il n'y a pas que les entreprises européennes qui délocalisent vers la Chine. C'est l'ensemble. Et par ailleurs, il y a un truc qui est à préciser, c'est que quand je dis les États-Unis, c'est une façon de parler. J'ai montré dans cette conférence qu'il y a des Américains qui se battent aussi pour la vérité. Tous les Américains ne sont pas méchants. Il y a une grande partie du peuple américain qui d'abord est victime, comme les Français, qui se laissent mener par le bout du nez de leurs médias. Et puis il y a des Américains intelligents, conscients de ce qui se passe. Je citais ces associations qui se sont réunies dans ce truc United for Peace and Justice, qui est un truc admirable, dont personne jamais ne parle. Voilà des Américains que je trouve, comment dirais-je, admirables.
Donc, quand on dit les Américains, quand je dis les Américains, c'est un peu une nébuleuse. Quelle est la nébuleuse? D'abord, il y a les autorités fédérales. Le président des États-Unis, le gouvernement américain. J'ai montré tout à l'heure qu'eux-mêmes sont assez manipulés. Je l'ai montré dans cette conférence. Il y a en fait différents cercles de pouvoir aux États-Unis. Vous avez le complexe militaire, le complexe militaro-industriel, qui est un pouvoir quasiment propre. Vous avez les médias. Vous avez quelques grands capitaines d'industrie, quelques lobbies puissants, quelques toute l'oligarchie financière. Et donc, la question de la mondialisation ou la question de la construction européenne, c'est des gens qui me disent souvent « Ah, vous parlez des États-Unis, vous ne parlez pas de Bilderberg, des Illuminati, de ci, de ça, que je n'entends pas. » Je réponds à ceci que, d'abord, là, on bascule dans autre chose qui est le camp des suppositions. Moi, Bilderberg, un truc où les gens se réunissent à 450, je suis certain qu'ils ne se décident de rien dans une réunion à 450. Ça, c'est pas possible. Voilà. Alors que ce soit une oligarchie qui se réunit, oui, c'est comme... mais je ne vois pas pourquoi on se focalise sur Bilderberg, sur les Illuminati, je ne sais pas quoi, et qu'on ne parle pas de Davos. C'est exactement pareil. Ça fait partie de ce genre de cénacle où les gens se rencontrent, à 20, à 50, à 200, à 2000. Voilà, c'est ce que certains appellent une hyperclasse internationale. Bon, voilà. Ça, c'est le jeu, j'allais dire, d'une oligarchie financière, industrielle, les gérants des grands fonds de pension, etc., dont l'intérêt n'est pas forcément le même que celui des dirigeants des États-Unis d'Amérique. Il peut y avoir une divergence. J'en ai parlé lors de notre université d'été à Annecy, qui, soit dit en passant, avait été un beau succès, avec Madame Mireille Zaki, qui est journaliste suisse, et qui me disait « Mais non, pas du tout, les Américains veulent la chute de l'euro. » C'est pas vrai. Alors elle disait « Oui, mais George Soros, il a spéculé, etc. » Mais c'est attention, on parle de quoi? Les spéculateurs, style Soros, style machin chose ou truc muche, eux, leur intérêt number one, c'est de faire du fric. Donc, si effectivement l'euro est en train de dégringoler, ils prennent des positions. Ils spéculent, ils sont là pour ça. Ça n'est pas forcément le même intérêt, c'est même en l'espèce un intérêt divergent de celui des dirigeants américains. Mais moi, ce sur quoi j'insiste, et j'insiste toujours là-dessus, c'est que les gens qui réduisent l'ensemble des problèmes du monde seulement à Bilderberg, je ne sais pas quoi, font une erreur, à mon avis, d'analyse. Parce que la construction européenne, elle obéit bien à des intérêts géopolitiques d'une nation en particulier, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Sinon, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Union européenne et pas la Russie. Parce que si c'était uniquement le capitalisme, comme on va dire à l'extrême gauche, ou une oligarchie qui dirigeait tout, à ce moment-là, il n'y aurait pas de raison qu'on mette la Russie de côté. Il n'y aurait aucune raison. Donc si on met la Russie de côté, c'est l'application du livre de Brzezinski sur le grand échiquier, il s'agit bien d'une lutte de grande puissance, d'une lutte de partage du monde, et la Russie est l'adversaire géopolitique clair de la Russie. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir comment la géopolitique commande l'ensemble des relations internationales, mieux même que l'idéologie, parce que la Russie n'est plus soviétique, n'est plus socialiste. Maintenant, il y a des entreprises privées en Russie, et pourtant, donc, la Russie pourrait... D'ailleurs, de temps en temps, elle est au G8, ils la font venir. Pareil pour la Chine. La Chine est au G20, mais pourtant, ce sont des adversaires géostratégiques des États-Unis d'Amérique. Et rappelez-vous ce que disait Guillaume de Staël tout à l'heure, à Berkeley en 2005, c'est exactement ce que je dis. Il s'agit bien, la construction européenne est bien une offensive géopolitique des États-Unis. Donc je pense avoir ainsi répondu à votre question. Oui, bien sûr. Rappelez-vous la phrase, je crois c'était Lénine qui disait, ou Marx, qui disait les capitalistes finiront par vendre la corde avec laquelle on les pendra. Je ne reprends pas cette phrase à mon compte. L'UPR est un mouvement qui n'est ni gaulliste, ni marxiste, ni rien. On est un mouvement de rassemblement. Mais on pourrait vous dire, en paraphrasant un peu cette formule, ça n'est pas parce que les choix des entreprises américaines parfois nuisent profondément aux intérêts géopolitiques américains eux-mêmes que les contradictions font partie du jeu de ces systèmes. Monsieur. Excusez-moi, j'avais juste une petite question concernant ici.
Vous avez parlé tout à l'heure de la Bundesbank et du fait qu'ils avaient demandé de rapatrier leur or aux États-Unis, qui ont demandé un délai de 7 ans, je crois. Je sais qu'ils ont demandé la même chose à la France. Je ne crois pas qu'elle ait répondu. Je ne sais pas si elle a répondu. D'une manière générale, on a l'impression qu'il y a une espèce de gold run là, des banques centrales. Et au-delà de ça, on a un éditorialiste, Pritchard, d'un très sérieux journal anglais, Daily Telegraph, oui. qui dit qu'on est sur un retour de facto au standard or. J'aurais voulu avoir votre lecture. Bah, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. L'économie, si vous voulez, qu'on peut basculer dans le virtuel, il y a toujours un moment à partir duquel il y a un retour à la réalité. C'est comme dans la vie quotidienne. Les gens peuvent fantasmer, puis il y a un moment, il y a toujours un dur retour à la réalité quand vous êtes... Alors là, on n'est pas dans le fantasme, on est dans l'architecture de monnaie virtuelle. Nul ne sait combien il y a de dollars qui circulent dans le monde. En quoi vous avez confiance ? L'or, c'est que... Alors, il n'y a pas de décision qui a été prise de revenir au standard or, mais de fait... Et plus la crise va s'approfondir, et de fait, plus les gens vont se raccrocher à quelque chose en quoi ils ont confiance. Depuis que le monde est monde, De Gaulle disait ça lors de sa conférence de presse de février 65, on n'a jamais trouvé mieux que l'or. L'or, c'est un métal inaltérable, beau, brillant, joli, inoxydable, inaltérable, très lourd et très rare. Bon. Et qui, dans toutes les civilisations de la planète, signifie la richesse. Il n'y a aucun pays au monde où l'or signifie autre chose que la richesse. Bon. Et voilà. Donc, c'est normal que lorsque les gens prennent peur, ils se rabattent sur l'or. On dit beaucoup que les cours de l'or actuels sont manipulés, ce que je crois. Je pense que l'or, actuellement, il est beaucoup monté, hein, mais on est actuellement aux alentours de 1650 $ l'once. À mon avis, enfin, je ne veux pas que vous preniez ça. Moi, je suis comme tout le monde, hein, je ne suis pas un expert. Voilà, puis les experts se trompent. À mon avis, l'or a quand même de bonnes capacités de monter au cours des années qui viennent. Ah, en tout cas, si vous avez de l'or, gardez-le. Ne le vendez pas dans les officines. Bah, s'il y a des officines qui poussent à tous les coins de rue pour vous acheter de l'or, c'est quand même qu'a priori, il y a des gens derrière qui pensent que ça va coûter plus cher dans quelques temps. Bah, sinon, ça n'existerait pas. Donc c'est tout bête hein, comme raisonnement. Maintenant, effectivement, je crois que les Américains traînent les pieds parce que d'après des rumeurs insistantes, les Américains n'ont plus l'or des Allemands. Donc c'est un peu gênant. On ne sait même pas quel est l'or qui existe. Hein. Il y a des gens qui achètent de l'or papier, c'est une arnaque. Parce que ce qui est important quand on a de l'or, c'est de l'avoir. Hein. Excusez-moi de ce pléonasme, mais si vous avez de l'or, ne le mettez pas dans un coffre en banque. Puisque justement, on se met dans l'hypothèse où les banques ferment, où il n'y a plus rien, où c'est un effondrement général. Donc si j'ai un conseil à vous donner, gardez votre or chez vous, bien caché, ou je ne sais pas où, et achetez plutôt des pièces banales, des 20 francs or, voilà, parce que c'est fongible. Voilà, ne vous achetez pas des lingots. D'abord, il faut quand même avoir les moyens. Et puis, deuxièmement, vous ne pouvez pas acheter une baguette de pain en cas de pénurie ou un steak avec un lingot d'or. Tandis qu'avec une pièce d'or, voilà. Donc moi, je pense qu'il y a une bonne perspective pour les croissances de l'or. Donc je pense que c'est pousser le bouchon un peu loin de dire de facto on est revenu au standard or. C'est pas vrai. Juridiquement, c'est pas vrai. Mais pratiquement et de plus en plus, je pense que ça va être le cas. En tout cas, la demande des Allemands de rapatrier leur or, qui confirme les... Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, dont certaines viennent à mes oreilles, notamment venues d'Allemagne. Il y avait une rumeur qui circulait depuis maintenant au moins 2 ans, comme quoi les Allemands ont placé leur or aux États-Unis. Ça, c'est vrai. C'était pas une rumeur, c'est une certitude. 2, que ça les embêtait beaucoup. 3, qu'ils espéraient pouvoir les récupérer. 4, que les Américains ne pourraient pas leur rendre parce qu'ils les avaient plus, parce qu'ils ont utilisé. Avec 5, vous connaissez la rumeur qui veut qu'il y ait beaucoup de barres. La barre, c'est 12 kilos. Beaucoup de barres qui soient injectées truffées de tungstène, qui a à peu près la même densité. Donc, moi, ce que je vois, c'est que cette rumeur n'était pas totalement infondée, puisque, semble-t-il, l'Allemagne a réclamé maintenant son truc. Non, mais pas que l'Allemagne, le Venezuela. Oui, alors, le Venezuela, de toute façon, on y va. Hein. De toute façon, on y va. Parce que personne, pour l'instant, aucune crise n'est réglée. Ni la crise financière mondiale, ni la crise de l'euro, puisque c'est une crise
qui est fondamentalement lié à la destruction de ce qui crée la richesse en Occident. Donc on a des pays occidentaux, des peuples d'Occident qui ont encore un niveau de vie confortable, mais c'est un peu, vous savez, comme dans les dessins animés de Tex Avery, quand vous avez un canard qui court comme ça, et puis qui fait encore quelques pas au-dessus de la falaise, parce qu'il ne s'est pas rendu compte, avant, et puis d'un seul coup, il tombe. Vous connaissez ce truc. C'est pareil, les pays occidentaux ont fait des choix, pas les peuples, les dirigeants, une oligarchie a décidé de mettre en choc frontal les Américains du Nord, les Européens de l'Ouest, avec 3 milliards d'habitants au sous-continent indien, Chine, qui gagne 20 fois moins. Ben écoutez, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir comment tout ceci ne peut que se terminer, c'est-à-dire par un appauvrissement général des peuples occidentaux avec une montée, avec un enrichissement fabuleux d'une toute petite tranche de la population dans les pays occidentaux, et puis une amélioration d'une partie des revenus des pays du tiers-monde, mais dans une beaucoup moindre proportion. Alors comme c'est évidemment impossible à faire avaler en quelques années à une population, eh bien on endette les gens, enfin on s'endette parce qu'on s'endette pour maintenir la fiction. Les États-Unis sont un pays hyper endetté, ils produisent de moins en moins, ils ne font que de plus en plus que consommer. Mais il y a un moment à partir duquel, comme dit un ami que je connais, il y a toujours une fin au saucisson. Voilà, il y a un moment à partir duquel l'hyper endettement va craquer. Voilà. Bien, mon propos ne se situe peut-être pas dans le thème de ce soir, mais peut-être un peu plus dans celui de demain. Nous avons entendu et compris les éléments de votre discours sur la notion de nation, dans vos différents propos et vos conférences. Nous savons que vous vous appuyez sur l'histoire, avec un grand H. Une nation se construit non seulement sur son histoire, mais aussi par l'adhésion des individus qui en forment la base. Vous faites référence au CNR, Conseil national de la résistance, ce qui me fait bien plaisir. Le CNR, c'est pour les valeurs qu'il portait que les hommes de l'affiche rouge, Manouchian et ses compagnons, se sont fait tuer. Ils étaient étrangers, membres du groupe FTP-MOI, main-d'œuvre immigrée. Ils sont morts pour la France, ils se sentaient français. Alors, ça m'amène en fait à poser deux questions. Je sais que vous n'y répondrez pas. Vous avez expliqué pourquoi et je le comprends très bien. Mais ces questions sont peut-être à garder en mémoire dans le développement programmatique futur de l'UPR, à qui je souhaite évidemment réussite. Ces deux questions sont les suivantes. Celle du droit de vote des résidents étrangers hors Union européenne présents à titre régulier aux élections locales françaises, avec bien entendu les critères nécessaires. Deuxième question, la régularisation du séjour, également avec des critères nécessaires, des étrangers sans papier. Alors, votre question, votre double, d'abord merci pour ces informations. Je me permets, s'agissant du réseau Manouchian et de l'affiche rouge, de renvoyer au projet de billets de banque de nouveaux francs que nous avions proposé, où l'une des coupures, justement, représentait les membres de ce réseau, dans cette photo pathétique où on les voit quelques minutes avant d'être fusillés au Mont Valérien. Donc c'était un hommage d'ailleurs aux Français et aux étrangers morts pour la France. Il n'y a pas eu que d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, je me plais à rappeler que par exemple à Valmy, il y avait des étrangers qui étaient allés défendre la République, en particulier Francesco de Miranda, qui était un adjoint de Bolivar. Donc merci pour ce rappel. On n'a pas pris de position sur ces questions. Je ne suis pas fermé au dialogue. J'aurais tendance quand même, pour ce qui me concerne, d'abord à dire deux choses. D'abord, on a un mouvement politique où on a des Français de toutes les origines. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, puisque à la différence justement de mouvements d'extrême droite ou de droite, nous ne fustigeons pas l'immigration, les immigrés, etc. On n'est pas non plus pour une ouverture généralisée des frontières. Nous pensons que de toute façon, c'est aux Français de décider, alors que depuis le traité d'Amsterdam, ça leur a été retiré dans les grands choix stratégiques. Nous avons des Français venus de toutes les origines.
Je dis bien de toutes, et je crois qu'on a toutes les religions. S'agissant de la question spécifique du droit de vote, je suis quand même personnellement un petit peu réservé, parce que je considère que le droit de vote est, à mon avis, plutôt inhérent à la nationalité. Donc je serais personnellement plutôt favorable à développer les naturalisations, puisque si les gens vivent depuis des années en France, ils ont vocation à être français. C'est d'ailleurs un de nos grands génies de notre histoire nationale que d'avoir été en permanence une terre où se sont mélangés les peuples. Je rappelle les Gaulois qui sont devenus des Gallo-Romains lorsque les Romains ont conquis la Gaule, avec donc vraiment une fusion des deux peuples. Et après, il y a eu les Francs qui sont arrivés, donc ils sont devenus des Gallo-Romains francs, notamment avec les décisions à partir du baptême de Clovis en 496, l'Église qui a insisté sur le fait qu'il ne devait pas y avoir de mariage clanique, ce qui fait que ça, d'une part, ça a donné naissance à un nouveau peuple qu'on a appelé le peuple français, puisque les Français apparaissent en gros à ce moment-là, c'est-à-dire ce sont des Gallo-Romains francs, c'est le mélange de ces trois, on secoue bien et ça donne le peuple français. Et ce qui fait d'ailleurs, ça se mesure toujours de nos jours, puisque je pense, honnêtement, j'ai vécu dans des pays étrangers, je connais pas mal la planète, je pense que les Français, je pèse mes mots, c'est contrairement à ce que certains veulent dire, je pense que les Français sont un des peuples les moins racistes du monde, en tout cas ceux où il y a le plus de mariages mixtes. Moi, je trouve ça formidable, d'ailleurs, je trouve ça plutôt très bien. Les statistiques sont difficiles à mesurer, elles sont plus ou moins autorisées ou interdites, mais d'après certaines statistiques qui circulent, il y aurait en France actuellement 12 à 15% de mariages mixtes, c'est-à-dire entre un Français d'origine et une jeune femme maghrébine ou africaine notamment, mais pas seulement, aussi des pays de l'Est, et puis, ou l'inverse, hein, ou un Français, une Française d'origine, etc. D'après les mêmes statistiques qui circulent comme ça, mais qui correspondent, je crois, à une vraie réalité, au Royaume-Uni, ce taux de 12 à 15% qu'il y a en France tombe à 0,1. C'est-à-dire rien. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que la France n'est pas le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon, il a le génie de l'apartheid. C'est-à-dire, je rappelle, je le dis dans une autre de mes conférences, les dirigeants de l'apartheid sud-africain, ça avait été créé en 1948 par le Parti national, il avait été modernisé dans les années 70-79, ce qu'on appelait le petty apartheid, c'est-à-dire interdiction, enfin séparation des plages, des bus, etc., avait été très largement supprimé. Et les dirigeants du Cap, enfin de Johannesburg, du Cap, il y a deux capitales en Afrique du Sud, les dirigeants de l'époque disaient nous ne sommes pas du tout racistes, l'apartheid c'est le développement séparé des races. Or, tout le reste de la planète disait mais bon, c'est du racisme, nous les premiers. Mais la logique anglo-saxonne, c'est ça. C'est la séparation des gens. Pas seulement d'ailleurs du point de vue de la couleur de la peau, mais aussi du point de vue social, puisqu'il y a par exemple la mixité sociale au Royaume-Uni est faible par rapport à ce qu'elle est en France. C'est un pays avec une réelle aristocratie. Vous savez que la grande majorité des terres au Royaume-Uni sont possédées par l'aristocratie. Et il y a ce génie, à mon avis, mauvais génie anglo-saxon, qui est celui de la séparation, de ce que les dirigeants sud-africains appelaient le développement séparé des races. Le choc des civilisations décrit par Huntington, la construction européenne elle-même, c'est aussi une des originalités, je crois, de ce que je dis sur la scène politique française, c'est que je dis que la construction européenne est une construction de type apartheid, de type racialiste. Je fais la distinction, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais pour moi elle est parlante, entre racialiste et raciste. Raciste, c'est quelqu'un qui postule qu'il y a une différence des races avec une hiérarchie entre les races, une infériorité, une supériorité. Racialiste, c'est quelqu'un qui se limite, de façon hypocrite, à dire qu'il y a une différence. Puis vous savez que les scientifiques disent que les races, ça n'existe pas, tout le monde a 99, et quelques % de l'ADN identique. Bon, donc, la construction européenne,
elle est quand même fondée sur ce raisonnement de type apartheid. C'est-à-dire, il y a des pays qui ont vocation à être ensemble. Alors, le choc des civilisations, c'est fondé sur des religions, enfin, ça ne trompe pas grand monde. C'est quand même fondé sur ce genre de choses qui rappellent un petit peu l'apartheid. Alors, je vous dis tout ça pourquoi ? Je vous dis tout ça pour dire que notre mouvement, je crois, est un mouvement, à mon avis, dont la pensée sur ce sujet, là aussi, est originale, en ce sens que nous disons, je l'ai bien expliqué, je crois, dans la conférence qui s'appelle « Une dictature qui se met en place », que la construction européenne nous pousse à des guerres vis-à-vis des autres civilisations, en fait, vis-à-vis du monde arabe, vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis des Chaunes, etc. Et comme je le montre dans un clip qui a fait scandale, et que la Commission européenne a dû retirer en urgence, notamment sur demande des ambassades de l'Inde et de Chine et du Brésil présentes à Bruxelles, la Commission européenne avait fait un clip vidéo carrément raciste où on montrait l'Europe était représentée par une jeune femme agressée par un Indien, puis un Brésilien, puis un Chinois, qui était censé représenter les menaces des puissances émergentes. Donc nous disons que ça, c'est vraiment jouer sur quelque chose d'extrêmement dangereux. Je montre que le choc des civilisations, d'ailleurs, enfin les guerres de civilisation, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Là, on l'a fait le coup aux Français plusieurs fois dans notre histoire nationale. Donc nous disons que ceci doit être absolument combattu et que la France n'a pas vocation à entrer dans ce choc des civilisations, que la France est une puissance qui prétend non pas à la mondialisation et à l'impérialisme dans ses bons moments, mais à l'universel, et que normalement nous sommes proches de tous les pays du monde, à commencer par les pays francophones et de la francophonie. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, je me sens plus à l'aise pour défendre l'idée, mais on peut en discuter, qu'à mon avis, le droit de vote est quand même consubstantiel à l'idée de nationalité. C'est-à-dire que il me semble que des gens qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, mais ma foi, n'ont qu'à demander à être français. Moi, je serais favorable, personnellement, à ce qu'on élargisse plus facilement pour des gens qui sont en France et qui, depuis maintenant des années, qui ont fait leur vie, ou dont les enfants y ont fait leur vie, qu'on élargisse plus facilement peut-être les naturalisations. Ça me paraîtrait normal. Mais en revanche, je suis plus circonspect à l'idée de ce droit de vote. Encore une fois, je ne suis pas déterminé en la matière. En plus de ça, c'est un sujet un peu hors charte. Vous savez qu'on a le clivage chez nous entre les sujets dans la charte et ceux qui sont en dehors de la charte. Donc je sais qu'il y a à l'UPR des gens qui se pensent comme moi, d'autres qui se pensent plutôt comme vous, sans doute, c'est-à-dire d'octroyer le droit de vote à des étrangers. Donc c'est pas un sujet sur lequel on a pris des positions. Mais avec franchise, puisque vous me dites que je ne répondrai pas, je préfère vraiment. Moi, à titre personnel, je préférerais plutôt avoir l'idée que la nationalité est consubstantielle au droit de vote, au moins pour les élections nationales, pour les élections locales, je ne sais pas, faut peut-être y réfléchir. Voilà, faut peut-être y réfléchir. Mais moi, je trouve, en tout cas, il y a un truc que je trouve quand même, et je vais vous raconter une anecdote. Moi, je me rappelle quand j'avais été fait des élections en 2001, il y avait un j'étais dans le 19e arrondissement, il y avait un Français d'origine immigrée, qui était algérien, qui vient me voir, et qui me dit, qui parlait très bien français, et qui me dit, pourquoi j'ai pas le droit de vote? Alors je lui dis, mais est-ce que vous êtes français? Il me dit, non, je suis pas français. Il me dit, ça fait 25 ans que je suis là. Je lui dis, mais pourquoi vous n'êtes pas français? Pourquoi vous n'avez pas demandé, si vous êtes là depuis 25 ans, pourquoi vous ne demandez pas la nationalité française? Alors il réfléchit, puis il s'en va. Et puis il revient 30 secondes après, il me dit, oui, mais j'ai pensé, là, dans l'immeuble où je suis, il y a une concierge qui est espagnole, elle a le droit de vote. Ah oui, parce que vous savez que dans le cadre de l'Union européenne, maintenant, les Européens ont le droit de vote. Alors c'est vrai que là, on est dans un truc qui est complètement baroque, puisque nous avons des Français d'origine maghrébine ou africaine ou n'importe quoi, roumaine, russe, ukrainienne, japonais, etc. Il y en a certains qui vivent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans en France qui n'ont pas le droit de vote, mais en revanche, un Letton ou un Finlandais, puisque monsieur le coureur automobile là, il était sur une liste UMP pour les européennes, pour les élections européennes, on a des citoyens européens, entre guillemets, qui ont le droit de vote.
vous avez compris que je suis contre. Je ne vois pas, parce que là, pour le coup, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête voilà. Donc là, je suis plutôt contre. Voilà, je vous ai dit en tout cas ce que je pensais. Allez-y. La deuxième partie du propos, les sans-papiers. Ah oui. Ben non, mais moi j'ai mon idée personnelle. C'est comme j'ai mon idée aussi sur beaucoup de choses. J'ai mon idée sur l'énergie nucléaire, j'ai mon idée sur le mariage gay, j'ai mon idée sur plein de trucs. Mais là, j'ai mon idée. Je sais en tout cas que c'est un sujet qui aura... Nous avons chez nous des gens qui sont pour une politique sévère face à l'immigration. Nous en avons d'autres qui considèrent au contraire qu'il faut développer l'immigration parce que c'est un moyen pour que la France soit plus puissante. Voilà, donc de toute façon, actuellement, ce que nous disons sur ces questions d'immigration, c'est que de toute façon, ça n'est plus la France qui fixe les grandes orientations stratégiques. Donc déjà, sortons des articles 77, 79 du TFUE, et puis on se prenne... Moi, je suis un démocrate. Hein. Un démocrate, c'est... Eh bien, on demandera aux Français ce qu'ils veulent. Voilà. Et puis ils ont le droit de changer d'avis. Voilà, c'est tout. Voilà. Oui, bonsoir. Oui. Juste une question assez rapide. Vous pensez quoi du prix Sakharov? Parce que vous avez dénoncé le prix Nobel comme un prix politique américain, mais le prix Sakharov, c'est un prix qui sert aussi l'Union européenne à des fins politiques. Je vous avouerai que je n'ai pas mené une investigation aussi approfondie sur le prix Sakharov que sur le prix Nobel. Je pense qu'on trouverait des choses qui ne sont pas très claires. C'est comme... Avant le prix Sakharov, il y a le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne est quand même assez gratiné. Le prix Charlemagne est attribué par je ne sais quel cénacle de l'Union européenne pour les gens qui ont œuvré en faveur de l'Union européenne. Et parmi les attributaires du prix Charlemagne, il y a quand même eu, sauf erreur de ma part, Bill Clinton, par exemple. Bon. Le prix Sakharov, c'est Comment? l'armée syrienne libre. Ah ben voilà. Alors vous voyez... Tous les opposants cubains, à peu près. Oui, mais ça participe de lui-même état d'esprit, en fait. Je voudrais avoir votre point de vue concernant le prix de départ de l'Union européenne, de l'immeuble de Berlaymont, à boulevard Pacheco à Bruxelles, qui au départ était d'une somme et qui à la fin est devenue une somme énorme. Vous pouvez donner votre point de vue, comment ça se fait qu'un immeuble passe de 1 à 10, le prix? La question pose, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas bien compris, si j'ai bien compris, ça pose la question de l'immeuble qu'on appelle le Berlaymont. Je vois que vous connaissez bien Bruxelles. C'est là où se situe effectivement, sur la colline du Berlaymont, se situe à la fois la Commission européenne, qui est devenue tentaculaire, hein, puisque au début, il y avait l'Europe des 6 avec 6 commissaires. Maintenant, l'Europe à 27 et bientôt l'Europe à 28 dans quelques semaines, avec l'entrée de la Croatie à partir du mois de juillet, il y a 28 commissaires. Il y a donc 28 commissions. Et puis, vous savez qu'une bureaucratie a toujours tendance à développer ses fonctionnaires. Donc, tout ceci a créé de plus en plus de besoins immobiliers. Et puis, en plus de ça, on a créé un Parlement européen, puisque les parlementaires européens préféraient être à Bruxelles, ce qui, d'ailleurs, objectivement, n'est pas tout à fait illogique, que le Parlement soit présent à côté de la Commission, qui est le vrai gouvernement, alors que vous savez que c'était un des grands points d'accord qu'il y avait eu entre la France et l'Allemagne, c'est que la Commission européenne se situe à Bruxelles, la Cour de justice des communautés européennes, qui maintenant s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne, se situe à Luxembourg, et le Parlement européen se situe à Strasbourg, symbole de réconciliation franco-allemande. Donc il y a deux bâtiments qui abritent le Parlement européen, l'un à Strasbourg et l'autre à Bruxelles. Voilà. Sachant qu'il y a en plus à Strasbourg le Parlement du Conseil de l'Europe, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le Parlement de l'Union européenne. Voilà. Alors c'est vrai que du coup, ça a fait des dépenses immobilières absolument folles, notamment, alors vous citez le Berlaymont, effectivement, alors vous, c'est sur des dérives, le coût, mais ça, c'est à la limite, c'est pas seulement lié à l'Europe. Vous savez qu'en général, les devis sont souvent multipliés par... il y avait des architectes qui disaient que c'était le facteur pi par 3,14. C'est souvent
beaucoup plus cher le coût de réalisation d'un bâtiment que son coût d'origine, que son devis. Mais il y a, ça c'est un des aspects du problème, un autre aspect du problème, c'est la multiplication effectivement des coûts de fonctionnement de l'Union européenne. Il y a d'ailleurs beaucoup de parlementaires européens qui voudraient la suppression pure et simple du Parlement européen à Strasbourg pour que toutes les sessions se tiennent à Bruxelles. J'en profite, puisqu'on parle des questions immobilières, pour ajouter qu'une chose assez extraordinaire, personne n'en parle, sauf moi dans une conférence, c'est qu'il y a actuellement un bâtiment prodigieux qui est en cours de construction, qui est à Francfort, avec une espèce de Twin Towers, deux tours, qui sont le nouveau siège de la Banque Centrale Européenne. Ce qui fait qu'au cours de l'année dernière, lorsque on était à deux doigts de voir l'euro exploser, rassurez-vous, ça va revenir, mais ça a été calmé pour le moment, et bien au même moment, on avait, et c'est actuellement en cours de construction, un bâtiment inouï, prodigieux, enfin un peu pharaonique. Voilà. Donc ça, ce sont les dépenses de l'Union européenne. Oui, Monsieur. Parce que, je vous pose cette question parce que 3 semaines avant que l'immeuble soit rendu à son propriétaire, vers 7 h du matin, je suis remonté avec du personnel qui travaillait dans l'immeuble et j'ai constaté 33 bus de CRS qui mettaient les gens qui travaillaient sans papier depuis plusieurs années et les renvoyaient chez eux. Et ça m'a choqué beaucoup. Et c'est ça l'Union européenne pour moi. Écoutez, merci pour ce témoignage. Voilà. Vous devez être au courant. Non, pas spécialement sur les 33 bus de CRS. J'ai compté 33 bus. Non, bah, vous nous l'apprenez. Non, je n'étais pas au courant. Et pourtant, il y avait les médias sur place et on n'a eu aucune information. On va passer à une autre question, si vous voulez bien. Bonjour, c'est quelque chose de plus général en fait. J'ai écouté vos interventions qui sont brillantes et ce soir j'attends ça avec impatience. Par contre, quels que soient les mouvements, il y a énormément d'informations qui sont données. Et moi, la question que je me pose, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, il y a des constats, mais il y a des états de fait. Et concrètement, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est un peu comment dirais-je, c'est plutôt une question qu'il a fallu poser à la fin plutôt qu'au début de cette soirée. Lorsque j'ai créé ce mouvement politique, beaucoup de gens m'ont dit « vous n'arriverez à rien », à commencer par Madame Marie-France Garot, que j'avais sollicitée. Je lui avais dit qu'elle était assez connue, elle pourrait peut-être venir, et elle m'avait répondu sèchement au téléphone « non, monsieur, je ne viendrai pas parce que vous n'arriverez à rien ». Je lui ai dit « écoutez, je suis touché de votre aide, ça me fait très plaisir ». Mais elle me dit, ne le prenez pas mal. Je dis, non, je le prends très très bien. J'aimerais savoir pourquoi vous me dites ça. Elle m'avait dit, parce que vous n'arriverez à rien, parce que vous n'aurez ni l'argent, ni les médias. Et comme j'ai un quart de sang breton, donc je suis têtu comme une mule sur certains sujets, je me suis dit, écoute, ma cocotte, on en reparlera dans quelques années. Nous sommes en démocratie. De façade, je suis d'accord. Mais nous sommes pour l'instant encore en démocratie. Enfin, moi, je joue le jeu de la démocratie. Je me méfie beaucoup de deux catégories de conseillers, ceux qui m'ont dit, quand j'ai créé l'UPR, mais il fallait faire un think tank ou un club de réflexion. Si c'est pour faire un club de réflexion, à quoi ça sert? Il y a déjà pléthore de clubs de réflexion. Donc j'ai répondu par avance à votre question. Les clubs de réflexion, ça réfléchit, et puis voilà, il ne se passe rien. Donc j'ai voulu créer un mouvement politique. La deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres conseillers qui me disent « mais vous n'arriverez à rien dans le cadre actuel parce que vous n'aurez jamais accès aux médias, etc. » C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est descendre dans la rue, il faut prendre les fusils, il faut sortir les fourches. Alors je dis « écoutez, je dis très bien, mais commencez donc. » Parce que c'est très facile à dire. Nous ne sommes pas... Il y a évidemment des points communs, je peux faire des parallèles, mais nous ne sommes pas en 1789. Pas vrai. Nous ne sommes pas en 1830. Nous ne sommes pas en 1848. Pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, les gens, d'abord, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télévision, pas de radio, pas de téléphone, pas d'électricité, et c'était la force brute qui agissait. J'ai un ami qui me disait,
En 1789, on avait un peuple des gens costauds qui allaient se faire trouer la peau. En 1830, les troupes de Charles X ont fait... Enfin, Charles X le prince de Polignac a fait tirer sur la foule. Il y a quand même eu plusieurs milliers de morts à Paris pour la Révolution. Maintenant, me disait cet ami, on a un peuple de dactylos, puisque les gens sont derrière leur ordinateur toute la journée. Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même à intégrer le fait que c'est très gentil de dire on va descendre dans la rue, il peut y avoir à la limite 2, 3, 10, 15, 50, 100 personnes qui descendent dans la rue, puis ça s'arrêtera là. Et moi, ce que je considère, c'est que la pire façon de torpiller une cause, en définitive, c'est de faire des manifestations où il y a 50 personnes. Voilà. Je préfère, en tout cas c'est ce que je me suis dit dans ma petite tête, il y avait des gens qui, tous les 17 février, par exemple, organisaient à Paris, mais ils ont fini par abandonner, ils organisaient tous les 17 février une espèce de marche au flambeau pour la mort du franc, puisque je vous rappelle que le franc a disparu, le cours a été supprimé définitivement. Définitivement, ça va revenir, mais définitivement provisoirement, le 17 février 2002. Bon. Mais ils étaient 50, 80, 100 personnes, voilà. Alors du coup, il faut le folkloriser, ça ne me débouche pas non plus sur quelque chose. Donc ce que je me suis dit, moi, et chacun peut avoir son avis, c'est qu'il fallait bâtir d'abord une vision, une analyse précise de la situation. Quand vous allez chez le médecin, qu'est-ce que vous préférez comme médecin? Mettons que vous avez perdu 25 kilos. Ce serait déjà quelque chose qui ne serait pas forcément mal pour moi. Vous perdez 25 kilos. Bien. Et puis vous n'avez pas la forme. Vous allez chez un médecin, vous sentez que vous n'avez pas la forme. Ça va mal. Bon. D'ailleurs, les Français sentent que la France va mal. Bon. Vous sentez que ça va mal, et puis vous allez chez un médecin, le premier qui vous dit « Mais non, 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 c'est un petit coup de pompe. Prenez un petit peu de vitamine C, reposez-vous, prenez 3-4 jours de congé, et puis après, tout sera redevenu comme avant. » Et vous sortez de chez ce médecin, vous dites « Moi, je sens que j'ai autre chose. » Et puis vous avez un autre type de médecin, vous allez chez lui, qui vous dit « 25 kilos, c'est quand même beaucoup, une perte de poids en 2 mois. Je vais vous faire des analyses de sang, et puis des analyses médicales. » Et puis aussi, éventuellement, une biopsie, parce que je trouve que là, vous avez un truc qui est un peu bizarre. Bien. Et puis, il vous rappelle 3 semaines après, en disant, est-ce que vous pouvez passer me voir? J'ai des choses à vous dire. Et il vous dit, voilà, vous avez un cancer. Vous avez un cancer du poumon. Mais c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a des grands progrès médicaux qui ont été faits, ce qui est vrai d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens maintenant qui survivent à un cancer. Simplement, il faut le traiter. Il faut le traiter, il ne faut pas traîner. Il faut que vous preniez, il faut que vous fassiez la chimiothérapie, éventuellement des rayons, mais ne traînez pas. Alors, quel est le type de médecin que vous préférez? Celui qui vous raconte n'importe quoi, ou bien celui qui vous dit la vérité? Personnellement, je considère que seul le deuxième médecin est un vrai médecin, puisqu'il ne vous cache pas la vérité et il va vous soigner pour de bon. Alors moi, si j'ai créé l'UPR, c'est parce que j'ai été fatigué de voir dans les allées du pouvoir que j'ai fréquentées, dans les cabinets ministériels, qu'en réalité, plus je grimpais dans la hiérarchie administrative et que je fréquentais les hommes et les femmes politiques, et plus je découvrais un univers où, comment dirais-je, d'une grande médiocrité. Les gens étaient individuellement intelligents, pas le problème, mais les gens faisaient carrière dans une espèce de concert donné sur un Titanic qu'on voyait arriver. Donc ce que je me suis dit, c'est la première chose à faire, c'est déjà d'éclairer mes concitoyens sur la réalité de la situation, telle que j'avais commencé depuis un certain nombre d'années à le percevoir, venez vous asseoir, à le percevoir, et tel que je croyais que c'était nécessaire de le faire. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir un parti politique. Un parti politique, pourquoi? Parce que nous sommes quand même dans une démocratie qui, certes, est une démocratie de façade très largement dénaturée. J'en parlerai ce soir et plus encore demain soir, mais c'est quand même une démocratie, et si on n'essaye pas de jouer ce jeu, c'est-à-dire déjà on a quand même encore la possibilité de créer des partis politiques, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à aller se coucher. Donc j'ai voulu créer un parti politique. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que ce parti politique, je lui ai donné une charte d'emblée, pour empêcher que ce parti soit dénaturé. D'abord parce que je ne suis pas éternel moi-même,
mais surtout pour que les gens ne soient, qu'il n'y ait pas de personnes qui en fassent de l'entrisme dans ce parti pour en changer la finalité de façon obvie. Hein. Donc, je vous renvoie, pour ceux qui ne nous connaissent pas, à cette charte qui est très claire dans ses analyses, dans ses propositions, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on ne veut pas. Donc nous voulons sortir de l'Union européenne pour ne plus jamais y rentrer, de la même façon que nous voulons sortir de l'euro pour récupérer le franc. Ce ne sera pas la première fois dans la longue histoire de France que les Français recréeront le franc. D'ailleurs, à chaque fois que le franc a disparu, ça a été une mauvaise période pour l'histoire de France. À chaque fois qu'il a réapparu, c'était plutôt une bonne période. Et puis, nous voulons sortir de l'OTAN. Voilà. Alors, ce sont des choses qui sont binaires. C'est oui ou c'est non. Parce que moi, j'ai été fatigué de fréquenter un certain nombre de milieux que j'ai pu fréquenter, qui étaient toujours eurocritiques, fustigeaient l'Europe matin, midi et soir, mais qui n'en tiraient jamais la conséquence, c'est-à-dire qu'il fallait toujours y rester. Mais on allait changer d'Europe, on allait avoir une autre Europe, on allait faire ci, on allait faire ça. Je le signale, parce qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui m'attendent au tournant pour me poser la question, pour me dire « mais vous dites la même chose que Madame Le Pen, mais vous dites la même chose que Monsieur Dupont-Aignan, mais ce que dit Mélenchon, c'est pareil que vous, mais vous dites des choses qui ne dépareraient pas dans la bouche de Philippe Poutou », eh bien je dis non, ça n'est pas vrai. Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Mélenchon, Monsieur Poutou, Madame Artaud, Monsieur Chevènement et des gens que j'ai connus comme Monsieur Pasqua, Monsieur De Villiers, ne proposent, d'abord n'expliquent jamais ce que c'est que la construction européenne. Le rôle joué par les États-Unis d'Amérique, c'est l'omerta dans tous ces mouvements politiques, tous, sans aucune exception, ce qui prouve qu'il y a un petit problème, qui prouve qu'il y a quelque chose qu'ils ont compris, qu'ils ont intégré qu'on ne devait pas dire. Donc déjà, c'est un mauvais point. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne proposent pas, justement, de sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, Madame Le Pen est passée à la télévision il y a quelques semaines, je crois, mais une dizaine de jours, sur je ne sais pas quelle émission, il y a quelqu'un qui lui a dit « Mais est-ce que vous proposez de sortir de l'Union européenne ?» Elle était là, hein, comme un poisson sorti de l'eau. Elle ne l'a pas dit. Et pour une raison très simple, c'est parce qu'au Front National, c'est pas du tout leur fonds de commerce. Il y a beaucoup de gens au Front National qui ne sont pas contre le principe d'une Europe blanche, par exemple, hein, contre les pays du Sud. Donc ces partis ne le proposent pas. Alors ça, c'est la première chose que j'ai voulu faire, c'est quelque chose qui soit très clair sur ce que nous voulons. Alors il y a des gens qui peuvent dire, ben on veut pas, nous on pense qu'il faut une autre Europe. Je dis, ben, très bien, allez-y, mais ne venez pas chez nous. Alors ça, c'est le deuxième point fondamental, c'est que nous refusons le système, dont je parlerai d'ailleurs dans cette conférence tout à l'heure, le système du râteau, ou des lieutenants. Vous savez, tous ces partis politiques qui vous proposent, ils se répartissent les rôles. C'est comme vous votez actuellement pour le Parti socialiste, alors est-ce que vous votez pour Manuel Valls, qui est à la droite de l'UMP, ou est-ce que vous votez pour M. Montebourg, qui est à la gauche de M. Mélenchon? En fait, vous votez pour M. Hollande, qui en fait est une marionnette de Goldman Sachs. Voilà. Mais cela étant, les gens, parce que l'esprit humain est ainsi fait qu'il préfère ne retenir que ce qui lui plaît. Voilà. Comme ça que ça marche. Hein. On retient ce qui vous plaît. J'en parlerai à la fin de cette conférence, justement, par une série de petits conseils techniques que je vous donne pour ne pas vous faire ah, voilà, non, non. Donc la deuxième chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est que nous, que ce soit moi ou que ce soit tous les adhérents de l'UPR, nous disons toujours la même chose, au risque d'être un peu rasoir. Mais vous ne trouverez jamais à l'UPR un lieutenant, les lieutenants qui vous diront moi je veux ci, moi je veux ci, moi je veux ça. Et ça. On a mis en ligne d'ailleurs une analyse des propos de Madame Le Pen au cours de la présidentielle. Bon, il y avait le lundi, elle disait qu'il fallait sortir de l'euro. Le mardi, elle disait non, il faut sortir de façon conjointe avec la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, le Rwanda, le Paraguay, etc. Bon, donc non. Le troisième jour, non, mais de toute façon, moi je n'ai jamais dit qu'il fallait sortir de l'euro. Ce que je vous dis, monsieur Machin ou madame Chabot, c'est que de toute façon l'euro va exploser. Et puis le quatrième jour, c'était monsieur Louis Alliot invité
invité chez Bourdin, qui dit « Ah mais non, 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 Madame Le Pen, que je connais très bien, effectivement, ne proposera pas de sortir de l'euro, on va proposer que la BCE favorise l'emploi, et puis si nécessaire, dans 6 mois ou 1 an, on fera... » Voilà. Et puis au bout du compte, le jour du vote de l'élection, à l'élection présidentielle, eh bien, sur la profession de foi de Madame Le Pen, eh bien, il y avait tout simplement pas un mot sur l'euro. Voilà. Alors c'est exactement ce que nous ne voulons pas, hein, c'est avoir comment dirais-je, enfumer la population. Nous proposons toujours la même chose. Voilà. Puis alors le troisième caractéristique, je réponds toujours à votre question pour montrer comment on essaie d'être efficace. La troisième caractéristique, c'est que nous voulons rassembler les gens sur ce que nous estimons être le plus important. La troisième chose, c'est que nous essayons de rassembler les Français sur ce que nous jugeons le plus important. Alors, c'est pas très compliqué de comprendre, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Si vous voulez rassembler des gens sur un sujet, vous pouvez essayer de le faire, mais vous ne pouvez pas rassembler des gens sur 258 sujets. Parce qu'à chaque fois que vous rajoutez un truc, vous faites partir d'autres personnes. Donc, à la fin des fins, si je voulais que toute la France soit François Asselineau, qu'à Dieu ne plaise, je finirais tout seul. Donc, il faut, c'est un problème de rassemblement, il faut que tout le monde ait l'intelligence, le courage de se dire, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais pour l'instant, c'est trop grave ce qui se passe, on les met de côté. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la Résistance. Le Conseil national de la Résistance, créé en 1943, suite, enfin bon, je ne vais pas parler de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais je crois qu'un jour, je fasse une conférence là-dessus, parce qu'on oublie quand même trop souvent que les États-Unis avaient gardé une ambassade à Vichy jusqu'au déclenchement de l'opération Thor, jusqu'en 1942, et que les Américains ont toujours reconnu le régime de Pétain jusqu'à l'ultime fin. Il a fallu que le couteau sous la gorge devant les événements, Roosevelt a fini par reconnaître De Gaulle, mais ils ont tout fait pour empêcher De Gaulle d'arriver au pouvoir. Le Conseil national de la Résistance regroupait des gens, c'était des communistes, des socialistes, des gaullistes, des catholiques, des chrétiens, protestants, des patrons, des ouvriers, des gens de droite, il y avait même des maréchalistes anti-allemands. Tout ce petit monde s'était donné, ils s'étaient d'accord sur rien, mais ils étaient d'accord sur un truc absolument essentiel, c'était qu'il fallait libérer la France. C'est exactement, quand vous lisez Astérix, tous les Gaulois font face à César, et puis, quand ils l'ont battu, la dernière scène, vous voyez, ils se retapent dessus au moment où il y a le sanglier qui rôtit, parce que de nouveau, ils se tapent dessus. Donc nous, ce que nous voulons, c'est chasser Jules César pour qu'après les Gaulois puissent de nouveau se taper dessus. Voilà. Donc ça veut dire très concrètement que, alors, Dieu sait s'il y a des gens qui ont été scandalisés, etc., mais comment, etc. Je n'ai pas pris de position, l'UPR n'a pas pris de position sur toute une série de sujets clivants, comme par exemple le mariage gay, dont moi je vais vous expliquer ce que j'en pense, je pense que c'est fondamentalement un sujet de diversion, hein, bon, qui est monté en épingle, parce que je connais, hein, j'ai étudié la question, c'est vrai qu'il y a des sujets, c'est vrai que c'est un sujet d'un point de vue éthique, d'un point de vue symbolique, du point de vue du droit des enfants, c'est un sujet important, c'est vrai. Mais c'est quand même un sujet accessoire. Quand on pense que 5% des Pacs, par exemple, seulement concernent des homosexuels, vous imaginez ce que va représenter le mariage gay. Il y aura quelques centaines de personnes par an. Donc ça reste quand même un sujet très accessoire par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'effondrement de notre pays, l'effondrement de notre niveau de vie, la destruction de la France. Hein. Voilà. Donc, pareil pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous n'avons pas pris de position sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pareil sur les gaz de schiste. Pareil sur la fermeture ou non de la centrale de Fessenheim. Pareil sur comment appelle-t-on ça, l'euthanasie. Pareil sur voilà, des quantités de sujets qui sont importants en tant que tels, hein, c'est possible. Mais il se trouve qu'à l'UPR, par exemple, nous avons des gens qui sont partisans du mariage pour tous et d'autres qui sont vigoureusement hostiles.
Nous avons des gens qui sont très pro-nucléaires, d'autres qui sont, au contraire, dont leur combat de leur vie est anti-nucléaire. Mais tous ces gens, je prends ces deux exemples, mais on pourrait en prendre bien d'autres, on a des gens qui sont très à gauche, on a des communistes, on a des gens qui sont bien à droite. Bon. On a des gens de tous les milieux sociaux, de toutes les confessions religieuses, y compris des athées, des agnostiques et des athées militants. On a des gens que tout sépare, sauf qu'ils sont d'accord avec ce que nous disons, c'est-à-dire nous devons sortir de ça parce que c'est en train de nous tuer. Voilà. C'est quand même pas si compliqué que ça. Alors c'est muni de ces trois choses-là. Alors il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui disent mais quand même, mais ils ont le droit de ne pas être d'accord. Hein. On n'est pas là, nous, on n'est pas là pour faire en permanence courir après les gens et leur promettre tout et n'importe quoi. Hein, la théorie, le truc du caméléon, c'est-à-dire quelqu'un qui dit à chaque fois à tout le monde ce qu'il veut entendre, c'est pas nous. Voilà. Et vous savez d'ailleurs comment meurt un caméléon? Comment? Non, non, non. Un caméléon, on le met sur une nappe écossaise. Donc c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire que les gens, les mouvements politiques, si vous voulez, un des enseignements que nous portons, c'est qu'on dit aux gens, vous qui êtes favorables à M. Mélenchon, vous qui êtes favorables au PS, vous qui êtes favorables au FN, vous qui êtes favorables à M. Dupont-Aignan, etc., voilà tout ce qu'ils ont pu dire. Alors vous voyez qu'ils ont dit tout et n'importe quoi, sauf qui est derrière la construction européenne, ce qu'est l'article 50, pourquoi il faut en sortir et en quoi consiste l'OTAN. C'est-à-dire les choses essentielles, alors là, il n'y a plus personne. Voilà.